J'ai souhaité vous réunir ce soir pour vous parler de la paresse intellectuelle, qui est un phénomène qui est assez développé de nos jours. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou si ça a toujours été comme ça. Je ne suis pas ni sociologue ni historien. Toujours est-il que par rapport à ce qu'on pourrait appeler une activité de pensée ER, euh, qui serait une activité qui demande des efforts donc notamment intellectuels, mais pas que. Je développerai ça un petit peu après. Eh bien, nous constatons une forme de refus ou au moins de difficulté à penser, et souvent également de crainte à faire l'effort de penser par soi-même. Voilà. Alors, la question, c'est si on accepte ce présupposé, hein, je vous demanderai de l'accepter, puis alors après, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais ça, on verra ça. Mais si on accepte que voilà, il y a une forme de paresse intellectuelle qui traduit donc une difficulté à faire l'effort de penser par soi-même, ben, on peut essayer de voir un petit peu pourquoi. Et puis dans les pourquoi, en fait, on verra euh, en quoi ces pensées constituent un effort, justement. Donc, alors, je vais vous donner quelques raisons, hein. Là, il y en a une douzaine à peu près, mais on peut en trouver plus, hein, si on veut, hein. Ce qui montre que l'exercice de la pensée, bon, est quelque chose qui ne va pas de soi et qui n'est pas l'activité, je dirais, la plus populaire en ce moment, mais peut-être même de tout temps. Mais plus particulièrement en ce moment, bah, justement parce que notamment, il y a une espèce peut-être j'allais dire de tyrannie de l'utilité ou d'obsession pour l'utilité, puisque bah, nous vivons pour la plupart d'entre nous dans un paradigme utilitariste. Et lorsque nous pensons, eh bien, nous le faisons pour résoudre un problème, pour calculer quelque chose, pour anticiper, euh, pour, euh, pour prévoir, pour faire des évaluations, pour nous conformer à des attentes ou à des exigences. Donc, je ne nie pas évidemment que c'est une forme de pensée, puisque si on prend la pensée dans le sens de, on va dire, comme le disent les psychologues, l'utilisation des fonctions cognitives supérieures, avec l'activation de la conscience, avec l'utilisation de formes logiques, le fait de faire des liens entre des idées, de donner du sens aux choses, etc. Évidemment, nous pensons, mais nous pensons nous pensons pour calculer, pour anticiper, et par conséquent, l'activité de pensée devient subordonnée à un objectif qui lui est externe, extérieur. Et je voudrais profiter de cette occasion donc pour donner une autre définition, alors probablement plus restrictive, peut-être plus élitiste, en tout cas plus élitiste a priori, mais en fait c'est possible. Enfin, évidemment c'est à la portée de tout le monde, mais où je dirais que l'activité de pensée est une activité qui se suffit à elle-même. Et c'est à peu près la même chose dans le sport. C'est-à-dire, vous pouvez considérer que le sport est une activité qui se suffit à elle-même, dans le sens où on va y prendre du plaisir, dans le sens où elle va nous permettre de développer pour nous-mêmes un certain nombre de compétences, d'aptitudes. Mais on ne va pas faire du sport pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, parce que c'est exigé, parce que notre médecin nous le demande, parce qu'on veut faire un régime, voilà. Donc,
si je prends cet exemple, donc avec la pensée telle que je la conçois, et donc grosso modo, le fait de penser de manière, je dirais, assez rigoureuse et assez philosophique, la pensée devient une activité donc, qui a sa fin en elle-même, hein, ce qu'on pourrait appeler une activité autotélique, hein, ça vient de télos, qui veut dire la fin en grec. Et évidemment, si on considère que c'est une activité comme ceci, c'est une activité qui est foncièrement libre, hein, par rapport à toute activité qui ne serait qu'un moyen en vue d'une fin. Et par conséquent, la plupart des gens qui sont donc dans ce paradigme utilitariste vont dire bah, ouais, je veux bien penser, mais à quoi ça sert? Ils vont dire, ou alors ils vont dire bah, je pense déjà. Hein, écoutez, au bureau, moi je fais des tableaux Excel, je fais des rapports, je réponds à des mails de mon boss, il y a des choses parfois compliquées, je réfléchis, voilà, je pense, donc je sais, hein, je sais. Mais encore une fois, on est dans une activité de pensée utilitaire, hein, où on le fait pour, hein. Mais on ne le fait pas comme une activité en elle-même, où on va penser pour se développer, pour travailler notre argumentation, pour se découvrir et découvrir les autres, pour voir des problèmes dans l'existence, pour goûter une certaine forme d'esthétique de la pensée, etc. Non, on va faire ça grosso modo parce qu'on a des obligations, parce que c'est évidemment un outil tout à fait formidable pour faire plein de choses. Avec un problème néanmoins, c'est que cet outil formidable, il est en train de plus en plus d'être préempté par des robots, en tout cas par l'intelligence artificielle, et que bien rapidement, on ne saura plus faire la différence quand on discute pour savoir si on discute avec un humain ou si c'est un robot ou un algorithme qu'il y a derrière. Bon, ça, c'est un autre problème, je dirais, mais c'est quand même assez lié, puisque si on est un peu pessimiste, on peut prédire la mort de la pensée pour elle-même si les choses continuent telles quelles, c'est-à-dire si on continue à déléguer notre capacité de penser à des choses externes. La deuxième, une des deuxièmes grandes raisons pour laquelle nous sommes intellectuellement paresseux, bah, c'est par crainte. Par crainte de quoi? Eh bien, par crainte, grosso modo, tout simplement de se voir. Et quand je dis se voir, ça veut dire que dans un sens assez pascalien, c'est-à-dire de voir le propre néant qui nous habite. Et ce néant peut prendre la forme, alors ça peut prendre la forme d'une impuissance, hein, que ce soit une impuissance physique ou intellectuelle. Ça peut prendre la forme de la faiblesse de nos croyances ou de nos opinions ou leur peu de consistance. C'était d'ailleurs un des problèmes évidemment de Socrate qui, en questionnant les gens sur leurs opinions, les amenait à se rendre compte que leurs opinions étaient basées sur pas grand-chose et qu'il ferait mieux d'en changer ou en tout cas de s'occuper de choses plus, plus sérieuses que de donner leur opinion. Donc, c'est aussi donc je dirais la fragilité de notre savoir ou de nos croyances. Et, également la crainte, je dirais, bah, de voir des défauts, on peut appeler ça des défauts, même si ils ont aussi les qualités de leurs défauts, mais des choses, on va dire, qui sont plutôt négatives, considérées comme limitantes. Je sais pas, par exemple, de voir qu'on est compliqué ou qu'on n'arrive pas à être clair pour les autres. On ne parvient pas à aligner 3 arguments à la suite. On manque d'idées ou au contraire, on en a trop. Et du coup, ça nous rend confus. Voilà, donc l'exercice de la pensée, en particulier celui qui nous invite, voire qui nous pousse à nous voir nous-mêmes,
eh ben, nécessairement, c'est un exercice qui nous met à l'épreuve de nous-mêmes, et donc pour un certain nombre de personnes, peut faire peur, quoi. En tout cas, provoque une certaine réticence et crainte de se voir. Moi, j'appelle ça une crainte du néant, si vous voulez. La troisième raison, c'est parce que, alors c'est assez lié à l'utilitarisme, hein, c'est qu'on est dans une société de consommation. Ça, je l'apprendrai à personne, et puis ça fait un moment que ça a commencé, puis c'est pas prêt de finir apparemment. Et alors, je ne on va dire, je suis pas pour supprimer la société de consommation. En tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages. Mais le problème, c'est que on est toujours dans la recherche d'une gratification immédiate, d'une forme de divertissement où on considère les autres comme des fournisseurs qui doivent répondre à nos exigences à partir du moment où on leur donne de l'argent, ou en tout cas on donne quelque chose en échange. Et donc, on est à la recherche donc de divertissement, de gratification, alors que penser, dans le sens noble, hein, sans être trop élitiste, eh bien, c'est quelque chose qui peut être souvent abrupt, qui nécessite une certaine lenteur, qui peut être ingrat, dur. Et quand on n'est pas habitué, eh bien, c'est d'autant plus dur parce qu'on manque d'entraînement. Et c'est une discipline, appelons-la comme ça, qui nécessite un certain entraînement. Et alors évidemment qu'elle a beaucoup d'avantages, mais elle les produit pas nécessairement tout de suite, ces avantages. Hein, donc c'est une discipline exigeante, comme toute discipline exigeante. Je sais pas si des gens jouent d'un instrument de musique ici, ils savent bien que avant de pouvoir jouir de sa maîtrise d'un instrument, eh bien, il faut s'entraîner, il faut faire ses gammes. Ça peut être rébarbatif, laborieux, voire pénible. Mais bon, au bout, il y a la maîtrise. Alors, je dirais que pour la pensée, on est quand même tous dotés. À la base, on a tous la capacité de développer une certaine forme de puissance de notre pensée. Et alors qu'on ne peut pas tous prétendre peut-être à jouer bien du violon, hein, parce que moi, je ne sais pas, je joue pas du violon, mais j'imagine qu'il y a quand même des aptitudes un peu particulières. Notamment, il faut avoir une oreille musicale, il faut avoir un bon doigté, une bonne coordination, etc. Je dirais que pour la pensée, il y a peut-être moins de conditions, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, dans cette société, eh bien, plutôt que de se discipliner pour apprendre quelque chose, eh bien, on va préférer aller regarder une série sur Netflix, Netflix, ou bien aller chercher un sac à main sur Vintage, regarder des robes, je ne sais pas. Alors voilà, ce sont des choses que nous faisons tous. Simplement, quand elles prennent le pas sur tout, y compris la pensée, c'est là que ça commence à devenir problématique. Hein. C'est quand les activités de consommation deviennent complètement hégémoniques et quand tout commence à devoir se payer, se monnayer, c'est là, je pense, que ça commence à poser problème et à nous poser la question de finalement qu'est-ce qu'on veut dans l'existence, ou qu'est-ce qu'on fait, quoi. On est là pourquoi, quoi. Voilà. Donc la quatrième idée, quatrième raison, c'est parce que nous sommes dans une forme d'inertie, une forme de torpeur, voire en tout cas de routine, appelons ça, ou un sommeil dogmatique, hein, ça peut être aussi ça. D'ailleurs, c'est pas forcément les gens les moins cultivés qui ont le plus de mal à penser. Hein, la culture, en tout cas, la culture livresque, l'érudition, constitue aussi un frein à la pensée, puisque, d'une certaine manière, quand on a beaucoup de savoir, ça finit par scléroser la curiosité, la souplesse d'esprit, parce que, grosso modo, on pense qu'on sait déjà tout, quoi. Or, penser, c'est, en tout cas dans la tradition socratique, c'est un processus qui commence par une forme d'ignorance. Alors que cette ignorance soit feinte ou qu'elle soit réelle,
En tout cas, il y a une appétence, il y a un désir de connaître, un désir de comprendre. Et évidemment, plus on connaît, alors il peut y avoir les deux, hein, soit plus on connaît, moins on a le désir de comprendre, soit plus on a le désir de comprendre. Après, je dirais, ça dépend un peu des personnalités de chacun. Mais en tout cas, on peut dire qu'on est dans une forme d'inertie, de routine. Alors, ça peut être des routines qui sont agréables ou des routines qui sont pénibles, hein. C'est-à-dire que quand on est malheureusement dans une routine de survie, hein, imaginez en ce moment les gens qui font la guerre, qui sont en guerre en Ukraine, là, j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup le luxe de penser que leur routine quotidienne consiste plutôt à aller se protéger pour les bombardements, aller trouver du chauffage pour se chauffer, et puis de quoi boire et éventuellement prendre une douche. Donc évidemment, dans ces conditions-là, on ne se posera pas trop la question de penser, ou alors, enfin bon, la pensée devient une autre forme de pensée, plutôt quelque chose qui nous aide à survivre. Mais c'est malgré tout, c'est une forme de routine. Et puis à l'autre extrémité, il y a la personne qui est complètement confortable et qui a ses petites habitudes, son train-train quotidien, son boulot tranquille, elle connaît bien, c'est peinard. Elle connaît, elle va avoir l'impression d'être un génie parce que tout va vite, tout est simple, tout est connu, quoi. Tout roule, hein, et donc voilà, et puis on s'enferre comme ça, on s'empâte, et puis on finit par perdre cette capacité justement à penser du nouveau, à se penser au sein de cette routine, quoi, de ce confort. Alors, dans les entreprises, par exemple, aussi, il y a des process, hein, les fameux process qui sont censés donc aider pour faire les choses le mieux possible, mais aussi, et malheureusement, c'est très efficace et c'est utile, mais aussi empêcher de trop penser, justement, parce qu'il y a l'idée que si on pense un peu trop, évidemment, on risque de faire des erreurs et de faire les choses pas selon l'état de l'art, si vous voulez. Et donc, voilà, les procédures également sont quelque chose qui vont nous maintenir dans une forme d'inertie. Les habitudes, de manière générale, quoi, hein. Il y a un philosophe qui s'appelait Mène de Biran qui parlait de la tyrannie de l'habitude, hein, comme étant quelque chose qui était vraiment délétère pour la capacité de penser. La 5e raison, c'est parce que nous avons des obligations. Alors, je dis « nous avons » entre guillemets, parce que les obligations, si on les a, c'est qu'on veut bien les avoir, et on n'est jamais, grosso modo, on n'est jamais vraiment obligé, hein. Bon, là, je suis assez sartrien quand je dis ça, mais en tout cas, on se laisse happer par le monde. On laisse le chaos finalement du monde qui rentre dans notre esprit, et on s'oblige en remplissant notre existence avec des obligations. Alors évidemment, il y a le travail, hein, ça je ne vous l'apprendrai pas. Mais j'ai remarqué que par rapport au travail qu'il y a à faire, les gens se rajoutent toujours eux-mêmes des obligations qui ne sont pas des obligations, c'est eux qui se les mettent toutes seules. Après, ça peut être des obligations sociales, hein, aller à tel cocktail, telle sortie, aller voir ses parents, aller chez sa belle-mère le dimanche après-midi. Mais ça peut être aussi, par exemple, s'obliger à ne rien faire en vacances, hein, ce qui devient, ou s'obliger à aller visiter tel pays, ou à faire telle sortie culturelle. Donc ça devient une autre forme d'obligation qui prend le pas, encore une fois, sur la pensée, ou évidemment s'occuper des enfants ou de sa femme, ou voire de ses femmes quand on en a plusieurs, ce qui évidemment rajoute encore du travail. Alors je dis ça pour les femmes, mais ça peut être aussi, on peut le prendre à l'inverse, une femme pour les hommes. Voilà, de toute manière, en général, ces obligations sont assez pratiques parce qu'elles viennent en général de manière assez opportune, nous donner une bonne excuse pour ne pas avoir à penser. Une autre raison, c'est parce que nous procrastinons.
Hein, donc ça, c'est très à la mode, la procrastination. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à la mode, si c'est adapté comme mot, mais en tout cas, le fait de repousser toujours au calendrier grec des choses qu'on juge pourtant importantes. Hein. Donc là, on est dans le cas où une personne dit oui, oui, il faut penser, c'est important, mais je vais le faire, mais pas ce soir. Hein, ce soir, d'abord, ce soir, il faut que je finisse ma série Netflix. Ce soir, j'ai une lessive à faire. Ce soir, je dois m'occuper des enfants. Le petit dernier a son anniversaire. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui vient préempter, qui vient avant. Donc ça passe toujours après le reste, après des choses qui sont soi-disant plus urgentes, plus pressantes, voire plus importantes. La 7e raison, c'est parce que, je dirais, on est parasité par une forme de chaos émotionnel. Donc là, ce sont des gens, des personnes qui sont très sensibles, qui ont facilement des émotions qui les traversent et des émotions plutôt violentes. Alors que ce soit la colère, la peur ou la tristesse. Hein. Mais dans tous les cas, voire même l'enthousiasme, hein, parce que autant les émotions positives que négatives peuvent être un problème pour la pensée. Chaque type d'émotion pose un type de problème particulier. La tristesse, ça pose un problème parce que c'est une perte d'énergie. Donc, évidemment, penser, ça mobilise beaucoup d'énergie cognitive et physique. Donc, on n'aura pas cette énergie. Et l'enthousiasme, ça peut provoquer, je dirais, un foisonnement d'idées qui fait qu'on va passer du coq à l'âne, on va être confus, etc. Quoi. Mais de manière générale, voilà, le chaos émotionnel, évidemment, c'est un empêchement, à la pensée, c'est un obstacle assez considérable pour des personnes qui voudraient s'adonner à cette activité. Une autre raison, là j'en suis à la 8e, là, si je compte bien, c'est un besoin de contrôle. Hein, c'est ce que j'appelle les control freaks. Donc, en général, penser, ça implique d'être authentique, de dire ce qu'on pense, même si ce qu'on pense n'est pas très politiquement correct, hein, et puis de l'argumenter. Et puis de s'engager dans des hypothèses sans savoir, sans certitude, sans forcément de maîtrise, en tout cas immédiate, même si on n'y croit pas forcément, mais c'est de le faire pour le jeu. Hein. Donc ça implique quand même de faire confiance à un certain processus et de lâcher prise, comme on dirait, et notamment dans le cadre d'un dialogue, philosophique ou d'une consultation philosophique, puisque je fais des consultations philosophiques, et bien ça implique de se confronter, comme je disais tout à l'heure, à notre être. Et donc, toute tentative de prise de contrôle du dialogue, de prise de contrôle de son image, de séduction, par exemple, eh bien, ça va faire obstacle au processus de la pensée, quoi. Puisque, tout simplement, ça ne sera pas authentique, ce sera une forme de manipulation ou de mauvaise foi. Et donc, ça va coincer, quoi. Donc, je dirais, les gens qui sont dans le contrôle, dans la manipulation, pas une activité qui va leur plaire. Hein. Ils sont trop rigides pour ça, ça va être trop, ça va être, ça va, en tout cas, il va falloir qu'ils se décontractent et qu'ils lâchent un peu la volonté de contrôle, notamment de leur image, parce que sinon ça n'ira pas très loin, quoi. Voilà. Une autre cause, ça serait tout simplement parce qu'on manque d'entraînement. C'est-à-dire on est un peu rouillé. Hein, d'où l'idée justement de faire des entraînements à la pensée ou des espèces de coaching philosophique comme je peux les donner. Donc on n'est plus habitué. Alors, soit parce qu'on l'a pratiquement jamais fait, du coup, c'est du pur apprentissage, soit parce que, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, donc on ne l'aura pas fait, donc peut-être on a
on a des souvenirs d'étudiants où on aura particulièrement pensé, ou des moments de crise, mais bon, une fois que ces moments sont passés, bon, ben, tout simplement, on est passé à autre chose. Alors, il y a aussi des gens qui plutôt que de penser, préfèrent s'en remettre à leur intuition, par exemple, ou à leur impulsivité. Alors, bon, en général, ça ne donne pas des choses terribles. Voir leur pouvoir, hein, ils préfèrent exercer leur pouvoir sur les autres plutôt que de penser. Hein, bon, ça peut être aussi une raison pour laquelle il manque d'entraînement, où il n'y a pas grand-chose qui les pousse à penser. Puis il y a aussi le fait de gens qui sont toujours à vouloir prendre des opinions des autres, ou à avoir des maîtres à penser, et qui finalement, du coup, ils pensent plus par eux-mêmes, quoi. Ils pensent que par procuration, ou par opinion interposée. La 10e raison, c'est par souci de liberté. Alors, pourquoi? Alors, je comprends que ça peut être un peu bizarre de dire ça, mais comme vous allez le voir bientôt, parce que je ne veux pas parler trop longtemps là, penser de manière rationnelle, ça implique quand même un certain nombre de contraintes. La première étant déjà de respecter la logique, qui n'est pas le cas de tout le monde. Et bon, pour respecter la logique, ou des principes de logique comme le tiers exclu, le principe de non-contradiction, le principe d'identité, bon, ça implique de respecter, donc de se plier à ces contraintes. Et il y a des gens qui détestent les contraintes, et qui prétendent, par exemple, penser déjà librement. Et puis surtout, ils ont cette prétention un peu curieuse de dire je pense déjà naturellement. Donc ils pensent qu'ils savent déjà faire. Pour eux, penser, ça ressemble plus à une espèce de libre association d'idées, c'est-à-dire ce que j'appelle penser sans y penser, voire laisser libre cours à son imagination. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'imagination n'est pas importante dans la pensée, mais si c'est ça qui guide la pensée principalement, moi j'appelle pas ça de la pensée, j'appelle ça du brainstorming, ou de la créativité, ou de l'art, hein. Mais c'est autre chose, quoi. On n'est pas dans la pensée. Et donc les personnes-là, prétendument par un souci de liberté, eh bien, ils vont refuser les contraintes qui sont inhérentes à l'exercice de la pensée, quoi. Donc ils vont partir, c'est un peu comme si on vous demande de faire une dissertation, puis vous partez en freestyle pour expliquer votre vie, ce que vous aimez dans la vie, etc., quoi. Enfin, bref, vous ne répondez pas à la question, quoi. 11e et avant-dernière raison, c'est encore une fois quelque chose d'époque, hein, c'est le narcissisme. Donc, on aura du mal on est paresseux intellectuellement quand on est narcissique, parce que on ne veut pas penser, on veut surtout parler de soi. On veut parler de soi, on veut parler de ses problèmes, on veut s'exprimer, on veut briller, on veut montrer aux autres combien on est intelligent, combien on a lu de la philosophie, ou combien on connaît de choses, hein. C'est, par exemple, les gens qui font du name dropping, vous savez, qui balancent comme ça plein de noms. D'ailleurs, je ne dirai pas de nom, mais il y a des philosophes qui sont très spécialistes de l'exercice, hein. Ou alors on veut, ou alors on peut être narcissique aussi un peu par souffrance, c'est-à-dire qu'on souffre, et puis on veut que les autres comprennent, sachent notre souffrance, on veut la clamer au monde, et puis évidemment on veut être plein, hein. Ça peut être d'ailleurs aussi un des problèmes de la psychanalyse, hein. Quand on en fait un peu trop longtemps, on finit par avoir un rapport un peu narcissique à son discours et à soi-même. Alors, le problème, c'est dans ce cas de figure, c'est que penser, ça implique de sortir de soi. Et le fait de vouloir parler de soi, de vouloir se montrer, briller, ou appelez ça comme vous voulez, ça va à l'encontre, hein, de cet exercice, qui est quand même un exercice finalement d'humilité, de détachement de soi-même, et de mise à la place d'autrui, je dirais, ce qui implique donc, pour les gens qui sont particulièrement égotiques ou narcissiques, un peu de s'arracher eux-mêmes, hein, de laisser autrui un peu
rentrer pratiquement par effraction, si vous voulez, parce qu'eux sont toujours pleins d'eux-mêmes et pleins de leur propre discours. Et pour eux, c'est difficile de se sortir d'eux-mêmes. Et on voit ça très, très fréquemment dans les ateliers. Par exemple, si je demande à une personne pourquoi, est-ce que tu penses que c'est clair, non, est-ce que tu penses que ce que tu as dit est clair, et si je demande aux autres, qu'est-ce que vont dire les autres? Et la personne ne va pas comprendre, elle va dire, mais je m'en fous ce que je dis les autres. Moi, je pense que je suis clair. Dans ma tête, je suis clair. Pour moi, je suis clair. Hein. Donc ça, typiquement, c'est une forme je dirais, de narcissisme. Hein, la personne est incapable de sortir d'elle-même pour se mettre à la place des autres, parce que tout ce qui l'importe, c'est ce qu'elle pense elle. C'est qu'elle enfin, en fait, c'est plus du ressenti que de la pensée, en fait. Voilà, donc il y a beaucoup de manières d'être narcissique aujourd'hui, mais grosso modo, l'exercice de la pensée implique donc une forme de distance de soi à soi, et finalement de dépersonnalisation, de désubjectivisation de soi-même, hein, finalement pratiquement de mort, hein, de mort à soi-même. Hein, mais c'est une mort, je dirais, une mort plutôt bénéfique. Voilà. Et enfin, last but not least, la dernière, alors je dis c'est la dernière, mais on pourrait continuer la liste. Hein. C'est soit par prétention, soit par ignorance. C'est-à-dire que soit, comme je l'ai dit un petit peu avant, on pense qu'on pense déjà, hein, on pense qu'on le fait déjà tous les jours. Hein, c'est comme Monsieur Jourdain qui est très surpris, il vient de découvrir qu'il fait de la prose sans le savoir. Hein, pour ceux qui ont lu Molière, dans le bourgeois, je crois que c'est le bourgeois gentilhomme. Voilà, Monsieur Jourdain, il fait de la prose et tout, et il est tout content de savoir qu'il fait de la prose et qu'il ne savait pas que ça s'appelait de la prose. Voilà, bah, c'est un peu la même chose là, c'est des gens qui disent non, moi penser, je le fais déjà, je le fais tous les jours, je n'ai pas besoin de ça. Donc il y a une forme quand même de prétention là-dedans. Ou alors tout simplement, et donc enfin, la conséquence, c'est grosso modo, c'est une forme d'ignorance, puisque ils savent même pas, ils ont jamais, en fait, ils ont jamais pratiqué, ils savent même pas ce que ça veut dire que penser de manière rigoureuse, quoi. Ils sont tellement habitués à appeler penser un peu tout et n'importe quoi que finalement, juste ils ignorent que un tel exercice soit possible. Et voilà, alors je sais que ça paraît un peu curieux de dire ça, mais bon, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la partie monologique, puisque c'est censé être un dialogue, et pour l'instant, vous m'avez plutôt vu parler avec moi-même. Donc on va passer maintenant à la partie donc exercice.